Hello, bonjour Patrick Végétosphère. Regardez au petit matin cette clématite, la clématite d'Armand, Clématis armandie, parfumée, persistante et elle fleurit en hiver. 3 qualités pour que vous l'ayez dans votre jardin. Si vous voulez en savoir davantage sur cette merveilleuse clématite, c'est tout de suite sur Végétosphère. Shall we begin? La clématite d'Armand, Clématis armandie, est pétrie de qualité. C'est une clématite botanique qui est vraiment assez incroyable. Regardez le nombre de fleurs que nous avons, c'est totalement atypique par rapport au reste des clématites, étant donné que d'une part, elle est persistante, et ça c'est très rare, et elle va persister jusqu'à des températures de -7 à -12. On va regarder ça un peu plus tard, parce qu'effectivement, on rencontre quelques pépins par rapport à cette rusticité somme toute moyenne. Elle est originaire de Chine continentale, sans être de la partie la plus froide. Et donc, cette clématite botanique est vraiment intéressante parce que son parfum, c'est déjà la première chose qui m'intéresse le plus, hein, vanille, orangé, agrumes, des notes assez fortes qu'on sent plutôt très tôt le matin. On est le matin et c'est particulièrement intéressant, ou très tard le soir. C'est une clématite vraiment somptueuse. Pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe au niveau des clématites, elles sont tellement nombreuses qu'on y perd son latin. Il va falloir d'abord présenter un peu ce genre clématis qui est énorme, la famille des renonculacées en particulier. Tout d'abord, les clématites sont originaires d'à peu près tous les continents, hein, sauf peut-être l'Amérique du Sud, mais Amérique centrale, Amérique du Nord, Europe, où on a à peu près 12 espèces, et en particulier une clématite sauvage qu'on appelle la clématite des haies, la Clématis vitalba. L'Asie, la Chine en particulier propose des dizaines et des dizaines d'espèces et de variétés. Alors tout ça, on va essayer de distinguer en 3 familles. Tout d'abord, les clématites à floraison précoce. Dans ce petit groupe de clématites à floraison précoce, on a Clématis alpina, dont nous avons déjà parlé, la montana, sa cousine, qui fait pas mal de fleurs aussi et qui offre du parfum pour le coup. Nous avons aussi évidemment Armandie, qui est un peu à cheval entre les précoces et puis aussi cette grande classification que sont les clématites botaniques. C'est évidemment la deuxième catégorie. Et là, il y a du monde dans les botaniques. Dans la classe des botaniques, on trouve des centaines et des centaines d'espèces. On considère qu'il y a à peu près 250 espèces de clématites et des milliers de variétés. Ces variétés sont plus le fait des grandes fleurs. Dans les grandes fleurs, justement, et c'est celles que vous connaissez certainement le mieux, car quand on parle clématite tilt, on voit toutes ces belles et magnifiques grandes fleurs, plus ou moins grandes. Ce sont des clématites caduques pour la majorité, la totalité même, qui vont fleurir au printemps, en été. Un certain nombre sont véritablement remontantes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une floraison qui va s'étaler de mai-juin en gelée, en marquant souvent le pas au plus fort de l'été quand il fait très chaud. Elles reprennent leur floraison en général en août-septembre jusqu'au gelée. Voilà les 3 catégories hein, de clématites. Alors, on va continuer à présenter les clématites au sens large du terme, avant d'arriver sur Armand. Le nom clématite vient du grec cléma, sarment, plante sarmenteuse, plante grimpante. Tout est dit. On a bel et bien des plantes grimpantes. Et les clématites sont particulièrement à la mode depuis 30-40 ans. On peut pas dire que c'est à la mode d'ailleurs, parce que c'est vraiment quelque chose qui est continu. Et les clématites sont plutôt une pratique bien française, avec plein de créateurs, des pépinières qui se sont spécialisées dans les plantes grimpantes et qui ont développé ce choix phénoménal au niveau des clématites. Alors, on en arrive à l'histoire. Les clématites sont à peu près au nombre de 12 espèces présentes en Europe. Il y en a une qui est connue et reconnue depuis des siècles, et même au niveau des Romains. C'est la clématite des haies, Clématite vitalba, qui est une clématite, je vous mets des photos, vous allez l'identifier, parce que pour ceux qui se promènent à la campagne, au bord des forêts, à la lisière des forêts, vous rencontrez cette plante et vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En particulier en hiver, c'est là où on la distingue le mieux. Cette clématite qu'on appelait aussi clématite des haies ou herbe au gueux porte terriblement son nom parce que elle servait tout simplement d'onguent qu'on mettait sur le visage pour les personnes en situation très précaire, les mendiants, comme on les appelait à l'époque. Ils s'enduisaient le visage, ce qui irritait la peau fortement pour obtenir quelques deniers de la part des passants. C'était donc l'herbe au gueux. Quand je vous disais qu'il y avait un nombre absolument incroyable, des milliers et des milliers de variétés, et la France n'est pas la dernière pour les créer, je l'ai dit, eh bien, les clématites ont fait l'objet de plusieurs vagues qui sont arrivées en Europe. Alors, on a 12 espèces ici, mais elles ont très peu contribué
à la collection que l'on connaît, et en particulier dans les grandes fleurs. Il y a eu une succession de vagues de clématites qui sont arrivées en Europe à partir de 1596, et en particulier, et tout d'abord, en Espagne. En 1569, avec Viticella, qui a été la première, a priori, à arriver en Europe. Puis ensuite, en 1597, on a Integrifolia. Clématis cirrhosa et recta sont arrivés ensuite. Les clématites nord-américaines sont arrivées, avec Crispa et Viorna, vers les années 1730. Puis les clématites orientalis et Florida qui venaient, elles, d'Asie. Et pour terminer, les dernières à être arrivées en Europe étaient des chinoises, Lanuginosa et patens, qui ont été introduites en 1836. Tout ça, quand on fait ce melting pot de toutes ces espèces originaires un peu de partout, Amérique du Nord et Asie, on a pu obtenir des clématites de plus en plus florifères, de plus en plus grandes, et remontante aussi. C'est un caractère qu'on a recherché parce que plus ça fleurit longtemps et plus cette clématite est intéressante. Ce n'est pas le cas de notre clématite Armandie. Alors tout ça a véritablement contribué à ce choix phénoménal, et dans les créations en grandes fleurs, on connaît Jacquemanie, Ville de Lyon. Moi je les appelle ces clématites à grandes fleurs, hybrides et hybrides de Jacquemanie. Pour faire simple, 3 catégories, les clématites hâtives, floraison de printemps, les clématites à grandes fleurs, floraison remontante et estivale, et ensuite les clématites botaniques. Et c'est là-dedans qu'aujourd'hui les créateurs de clématites puisent et vont rechercher, parce qu'il y a encore un grand nombre d'espèces tout à fait confidentielles qui vont progressivement arriver sur le marché parce qu'elles ont un intérêt esthétique, graphique, parfum parfois, c'est le cas de celle-ci. Voilà pour la présentation globale des clématites. Alors ensuite, pour la clématite d'Armand, il faut savoir que la clématite d'Armand a été découverte par un curé, a priori le père Armand Brault, qui a déterminé, qui a classé cette plante. Et notre clématite d'Armand, Clématis armandii, est tout simplement une clématite originaire de Chine. C'est une espèce à part entière. Il y a bien une ou deux variétés, je vous les mettrai dans la description. Et la clématite d'Armand, qui est normalement peu rustique, mais là j'ai quelques éléments pour vous dire qu'elle résiste au moins à -7. Elle a pris un -7 en janvier cette année. Évidemment, elle était en feuilles, mais pas en bouton encore. Les boutons étaient à peine manifestés, et elle a parfaitement tenu. La preuve, la floraison est derrière moi. Elle est annoncée délicate au-delà de -5. Moi, je l'ai vu résister jusqu'à -10. Ce qui nous emmène tout droit vers la plantation, qui est le moment le plus crucial. On dit que toutes les clématites doivent être plantées à l'automne. Je confirme, sauf peut-être pour celle-ci et pour ceux qui habitent dans des endroits un peu plus froids ou en altitude. Autant que faire se peut, essayer de la planter en automne. C'est toujours le meilleur moyen pour passer les hivers et permettre à ces végétaux d'être autonomes au printemps et en été suivant. Pour ceux qui habitent dans les régions les plus froides et surtout en altitude et qui voudraient tenter cette merveilleuse clématite qui en vaut la peine, je vous garantis, il est encore possible de la planter au printemps, ce qui lui permettra de s'installer durablement avec un enracinement profond, des arrosages qu'il faudra essayer de faire quand même. Et pour affronter le premier hiver, qui risque d'être forcément un peu plus difficile, on apportera ce qu'il est nécessaire de faire, à savoir de la paillette de lin, de la paillette de chanvre aux pieds et un voile de protection pour passer les 2-3 premiers hivers qui seront évidemment les plus délicats. On va privilégier aussi des endroits très abrités du froid, n'oublions pas, et malheureusement, le réchauffement climatique permet aujourd'hui des plantations, des végétaux qui, jadis, il y a encore 20 ans, n'étaient guère possibles sous nos latitudes. Aujourd'hui, on se permet bien des choses, malheureusement, ou grâce à ce fameux réchauffement climatique et des hivers qui sont quand même de plus en plus doux. Au niveau des parasites, des maladies, alors les clématites, quand le printemps est délicat, vont simplement être dévorées littéralement, et au niveau des fleurs, et même si c'est parfumé, par des limaces ou des escargots qui n'en font qu'un petit déjeuner particulièrement nourrissant. Les pucerons peuvent sévir comme d'habitude sur toutes les plantes, on se demande sur quelles plantes ils ne vont pas. Et après, nous avons 2 maladies particulièrement embêtantes sur les clématites, dont je ne connais pas véritablement la réalité sur la clématite armandie, qui est persistante et qui m'a l'air quand même un peu plus coriace, même si elle est pas totalement rustique. Son feuillage est coriace. Et les autres clématites sont attaquées par 2 maladies, une bactérie, je vous mets la photo, le Bacillus collivorus, et une maladie vasculaire qu'on appelle le Ascochita, et qui est une maladie très très compliquée parce que autant pour le Bacillus, la plante disparaît et revient, avec l'Ascochita, elle disparaît définitivement. Au niveau de la toxicité, les clématites sont toxiques et elles possèdent une protoanémonine qui est particulièrement irritante pour les muqueuses. Alors, c'est surtout le cas pour la clématite vitalba, la clématite D, l'herbe au gueux,
certainement un peu moins pour les autres, mais il n'y a aucune raison que cette protoanémonine ne soit pas présente dans toutes les espèces et dans toutes les variétés de clématites. Donc on sera toujours très attentif quand on manipule les clématites dans le jardin ou quand on les plante et ou quand on les taille. Au niveau de la multiplication, je pense que les créateurs utilisent beaucoup la semence, donc les graines. Pour nous, les amateurs, on peut faire une division quand la clématite est bien pourvue, quand elle est riche et qu'il y a plein de démarrage. Avec un fer de bêche, pendant l'hiver, on peut procéder à cette division de touffes. Il est possible aussi de faire des marcottes. Pour ce qui est de la dernière forme de multiplication, les boutures sont particulièrement intéressantes vers le mois d'août. C'est le meilleur moment pour faire des boutures de clématite Armandie. Pour terminer au niveau de la plantation, un bon terreau de plantation c'est nécessaire. Je l'ai dit, hein, c'est crucial la plantation, donc on va tout faire pour que ça puisse marcher à 100%. On peut apporter un petit stimulant racinaire pour permettre une meilleure reprise, un meilleur enracinement. On va aussi et surtout apporter une planche, une tuile au pied qui va littéralement, elle est là la planche, hein, elle me protège le pied du soleil, parce que la particularité des clématites, c'est la tête au soleil et les pieds à l'ombre. Et si le collet n'est pas abrité d'une manière ou d'une autre, votre clématite va progressivement dégénérer et mourir simplement, tout doucement, parce qu'elle n'est pas abritée au niveau de son collet. C'est une particularité, et devant cette tuile, cette planche, mettez un géranium vivace, vous allez voir, ça va être du plus bel effet pour cacher cette planche ou cette tuile. Pour terminer l'utilisation des clématites, les clématites sont à planter dans le jardin, à planter de telle sorte qu'elles puissent tapisser un grillage, une palissade, et on prendra bien soin de répartir, d'enlever toutes ces attaches en plastique et de répartir les différentes pousses d'une manière homogène en éventail sur le support. Il est possible aussi d'utiliser les clématites au balcon, et celle-ci serait du plus bel effet sur un balcon en janvier, en février ou en mars, hein, selon les endroits de France où vous vivez. La floraison aura lieu de manière décalée, mais en hiver, prendre un café et venir sentir ce parfum exceptionnel de la clématite d'Armand, c'est quelque chose de particulièrement agréable. Je m'en lasse pas. Agrumes, hein, des notes d'agrumes très profondes et un peu de vanille aussi. Voilà pour la clématite d'Armand, la clématis armandie, certainement la plus étonnante de toutes les clématites, et vous pouvez essayer de vous la trouver dans toutes les pépinières, chez les horticulteurs et les jardineries. Elle n'est pas systématiquement présente, faut la réclamer, et vous faites plaisir car c'est quelque chose d'exceptionnel. Regardez, en plus il y a la pousse de printemps qui est en train de venir derrière. Ici on est encore tout début mars, hein, en Alsace, donc la floraison est vraiment particulièrement sympathique. Voilà pour la clématite d'Armand, je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Au revoir, prenez soin de vous. Shall we begin?